Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Endzone. Aujourd'hui, on va revenir sur la draft 2025 qui s'est déroulée il y a de cela maintenant 2 semaines et on va revenir sur les tops, les flops, tout ce qui s'est passé dans cette draft. Évidemment, pour m'accompagner, comme toujours, on rappelle qu'on est dans l'intersaison, hein, on va bientôt arriver à la nouvelle saison, mais on sera toujours là la saison prochaine avec Flo. Salut Flo. Les gars. Et Val. Salut Val. Ravi d'être là, ravi d'être de retour. Et sans plus tarder, on va revenir sur cette draft 2025 qui s'est déroulée, on le rappelle, dans la nuit, donc à partir de la nuit du jeudi au vendredi, c'était le 24 avril jusqu'au samedi 26 avril à Green Bay. Green Bay qui a accueilli la draft et qui a fortement déçu au niveau de sa franchise. Pour rappel, on connaît déjà les prochains lieux des drafts, avec notamment 2027. Là, ça a été annoncé en début de semaine, mais Washington, la capitale, Washington DC, accueillera la draft 2027 et on s'attend à avoir à peu près 1 million. Ils s'attendent en tout cas à avoir 1 million de spectateurs, donc ça va être assez fou. Et Baltimore aussi veut les prochaines drafts, que ce soit 2029, 2030 ou 2031. Voilà, c'était la petite parenthèse là-dessus. Vous déjà, un petit ressenti global sur cette draft, qu'est-ce que vous en avez pensé? Flo, je te laisse commencer. Ouais, pas mal de surprises. Belle glissade pour certains. Ce ne sera pas de nom, ça va se faire après. Et sinon, par contre, beaucoup d'équipes qui sont passées complètement à travers. Donc, du coup, j'ai l'impression que la draft qui s'est un peu rééquilibrée, les forces en présence et tout, finalement, cette année, il y a certaines équipes qui n'ont pas bougé. Et il y en a quelques-unes qui ont fait quelques jumps. Mais en fait, je trouve que dans les power rankings qu'on pourrait voir, il n'y aura pas beaucoup de changements finalement, ou pas d'énormes gaps pour certaines équipes, parce qu'il y en a beaucoup qui sont passées complètement à travers. Et on en reparlera justement plus tard dans l'émission. C'est intéressant ce que tu dis, Flo. Est-ce que Val, tu rejoins son point de vue par rapport au fait qu'on aura quasiment les mêmes forces l'année prochaine? Il y a des équipes qui... Je suis d'accord pour certaines équipes du haut du panier, mais des équipes qui étaient un peu mid l'année dernière, je pense qu'elles se sont quand même assez bien renforcées et que ça peut être un truc très intéressant et qui va peut-être pouvoir apporter un petit peu de compétitivité dans certaines divisions. On rappelle le processus de la draft, pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Il y a 7 tours au total, 257 choix à prendre. Et donc, le classement de la saison dernière s'inverse. La pire équipe a le tout premier choix de la draft et la dernière, donc la 32e, les Eagles, puisqu'ils ont été champions l'année dernière, enfin cette année, eux choisissent en dernier à chaque fois. Voilà pour le processus. Ils choisissent évidemment les meilleures pépites, enfin les pépites qui sortent des universités. Et donc voilà un petit peu pour le processus. Cette année, le premier choix de la draft, c'était pas surprenant, c'était même très attendu, c'est le quarterback Cam Ward qui a été choisi par les Titans. Voilà le premier choix de cette année. Un petit mot sur Cam Ward, les gars, Flo? Franchement, on a presque oublié que c'était le premier choix tellement il s'est passé de trucs après. Genre, c'était Cam Ward, c'est fait, tiens, t'es le premier choix, tu vas aux Titans, Titans, ils ont choisi, ciao. Et après, ça s'est enchaîné de fou. Mais ouais, choix logique. Après, à voir comment. Est-ce qu'on en fait peut-être un peu trop avec lui? Les Titans. Ouais. C'est un très bon joueur pour avoir un peu suivi sa saison. Après, c'est qu'il a pas grand monde autour de lui, quoi, les Titans. Donc, c'est bien d'avoir un lanceur, mais c'est un peu comme il y a 2 ans les Chiefs, si t'as pas de receveur derrière. Mais bon, on verra. J'ai pas trop d'avis en vrai là-dessus, je veux pas me prononcer. Ouais, pour le coup, je suis du même avis que Flo et peut-être de toi, Coco, mais pour le coup, c'est sûr que Cam Ward, dans toutes les mock drafts, il était premier et surtout Tennessee il devait avoir un QB. Et pour le coup, il est très très bon. Il sort d'une super saison avec Miami, mais là, il atterrit dans une franchise où il y a tout à faire autour de lui. Ça va prendre du temps. Cette saison, on va peut-être ouvrir le débat un peu plus tard dans l'émission, mais il sera certainement peut-être pas Rookie of the Year. Maintenant, j'attends de voir de belles choses. On a vu de très belles choses pendant ces dernières saisons et ces dernières highlights à Miami. Maintenant, on va voir ce que ça va donner et s'il va pouvoir s'adapter au niveau NFL.
t'en as parlé Val, mais à suivre, du coup il y aura les top et flop de la draft, un débat sur Shedeur Sanders dont on va parler juste après parce que lui il a fait beaucoup parler, ça a été l'attraction on va dire de cette draft 2025, qui sera élu Rookie of the Year 2025, ça on en parlera après, et on reviendra sur les dernières informations et les rumeurs de cette intersaison. On va revenir du coup sur cette draft 2025 avec quand même des équipes qui se sont très bien renforcées dans la globalité, comme les Patriots. Les Patriots, Flo, je pense pas me mouiller en disant que ça a été la meilleure équipe AFC de cette draft 2025 avec les renforts qu'ils ont eu et notamment Will Campbell. Ouais, alors attention Will Campbell parce que quand même il a eu quelques petits soucis lors de du NFL Combine, notamment au niveau de ses mesures des mensurations, etc. Voilà, sans rentrer trop dans les détails. Mais oui, en tout cas, les Patriots ont fait une très grosse draft. De toute façon, ça fait maintenant bientôt... Ouais, ça fait 6 ans que les Patriots sont un petit peu en reconstruction, 5-6 ans. Donc maintenant, on va voir... voilà, il y a Stephen Diggs qui est arrivé aussi à l'intersaison pour renforcer un petit peu ce corps de receveurs qui évolue beaucoup depuis 2-3 ans. On a eu Juju Smith-Schuster, on a eu certains noms, on a eu Kenyan Bourne, on a eu voilà. Donc ouais, je pense qu'il y a eu du bon. Alors après c'est toujours pareil. Maintenant il y a Mike Vrabel, l'ancien head coach des Titans, qui va aussi prendre un petit peu la relève. Moi je trouve que c'est un bon coach, donc il y a beaucoup de bonnes choses pour les Patriots après cette draft. Là. Et Val, on rajoute aussi à cela Trevelyan Henderson, le running back d'Ohio State, qui a été qui a renforcé cette équipe des Patriots. Là, on a l'impression que vraiment pour l'attaque, Drake May a de quoi faire. Ouais, c'est excellent parce que déjà ils ont la chance d'avoir trouvé un très bon quarterback en la personne de Drake May, qui n'avait pas grand chose à faire parce que la chambre des wide receivers était tellement faible ces dernières années côté Patriots. Donc maintenant, l'arrivée de Diggs, on va voir, tu en as parlé Flo, on va voir ce que ça donne. Moi je pense qu'il a encore quelque chose à jouer et c'est quelqu'un qui avec de l'expérience peut encadrer des jeunes receveurs. Maintenant, je pense qu'au niveau de l'attaque, ça commence à avoir de la gueule côté Patriots. Et surtout, défensivement, ça s'est renforcé nettement. Et ça peut être que très bon pour la suite de la division. Oui, parce qu'au-delà aussi du secteur offensif, de l'attaque en tout cas, de l'équipe offensive, il y a eu un renfort aussi, beaucoup de renforts en défense, et notamment, on a eu un Français qui a signé chez les Patriots, il faut le noter quand même, Wilfried Penn, alors j'ai peur de mal le prononcer, mais normalement ça se prononce comme ça, qui est venu donc renforcer cette équipe de New England. Ça aussi, c'est un truc à noter quand même, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des Français qui intègrent la plus grande ligue de football américain. On parlait d'équipe du côté de l'AFC, mais du côté de la NFC, on a l'impression que les Cowboys ont quand même fait fort, Flo. Ouais, et puis en plus, ça tombe bien. Il y a 24 heures, on a appris que George Pickens allait partir des Steelers et trader chez les Cowboys. Les Cowboys, ils ont tradé ça pour un paquet de sucettes. Ouais, une baguette. Et les Steelers, on a l'impression qu'ils sont contents. Ils ont encore, on sait pas trop ce qu'ils ont fait. Mais ouais, les Cowboys, ils commencent à avoir quelques receveurs. Ils ont rappelé Michael Gallup, l'ancien aussi. Alors moi, c'est toujours un petit peu au niveau du jeu au sol. On verra si ça arrive à se mettre en place. C'est un peu le facteur X souvent des Cowboys. Quand il y avait Ezekiel Elliott, ça tournait bien. Depuis, ils n'ont pas réussi un petit peu à retrouver. Mais ouais, en tout cas, si Dak Prescott arrive à se maintenir en forme avec la ligne défensive qu'ils avaient et l'attaque qu'ils ont, c'est vrai qu'ils ont fait une très bonne draft et ils apparaissent peut-être comme un prétendant au moins au playoff et peut-être plus en NFC. Prétendant au playoff, les Cowboys, Val? Moi, pour revenir sur leur draft, très déçu, mais pour le coup, en fait, j'étais très déçu au début, je tiens à me rattraper. Okay. Très déçu au début parce que finalement, dans toutes les mock drafts, et tout le monde envoyait des pièces offensives côté Cowboys. Ouais, on a vu du Macmillan et du Ashton Jeanty qui étaient pressentis pour aller là-bas. Finalement, tu te dis, putain, mais ils renforcent pas du tout ce secteur offensif. Ils vont encore une fois laisser une saison de plus CeeDee Lamb tout seul comme target offensif. Donc, c'est l'un des meilleurs wide receivers de la ligue. Mais s'il est tout seul, honnêtement, il est beaucoup plus simple à isoler. Dak Prescott, du coup, va encore une fois ne pas avoir beaucoup de diversité dans son jeu offensif. Et finalement, là, honnêtement, agréablement surpris.
Il chope un Tyler Booker, du coup, premier round, ce qui est très bien. Et du coup, tu te dis, bon, bah finalement, ils ajoutent rien offensivement. Et bim, ils viennent te chercher contre un 3e tour de draft et un 7e tour de draft de 2027, George Pickens. Donc là, tu te dis, bah finalement, est-ce que c'est peut-être pas la bonne combinaison pour voir ces Cowboys en playoff? Je suis très agréablement surpris des moves des general managers, enfin du general manager et du front office des Cowboys. Et s'il n'y a pas de pépin physique, honnêtement, je pense qu'ils ont leur chance pour les playoffs. Il y a eu aussi les Browns de Cleveland qui ont fait une plutôt belle draft quand même. Enfin, pour une équipe qui était en 3-14 l'an dernier, c'était pas si mauvais. Alors moi j'ai trouvé que c'était une draft un peu chelou parce que dans l'ordre des priorités, ça a été rabattu complet, qu'on attendait un quarterback d'entrée. Moi j'avais bien envie de voir Shaden Chandler, mais direct, genre deuxième choix, pardon. Et bon, ils ont tradé. On va en parler après de Sanders, mais dans tous les cas, ça a été la plus grosse surprise. Mais en fait, finalement, ce trade avec Jacksonville pour Travis Hunter prend sens parce que du coup, ça leur fait gagner aussi un choix plus tard dans la draft. Alors, Travis Hunter, je pense que ça aurait été un très bon atout pour eux parce que je reste persuadé que malgré que Cleveland le voyait peut-être plus comme un receveur, moi je l'aurais bien vu quand même jouer des deux côtés. Il aurait aidé beaucoup Jerry Jeudy qui était un peu la seule arme offensive, mais aussi avec un cornerback de haut renom qu'ils ont déjà avec eux, avoir deux cornerbacks de niveau, on va dire, du calibre Hall of Famer, voire Pro Bowler déjà, ça les aurait vraiment aidés des deux côtés du terrain. Maintenant, récupérer un choix de draft pour peut-être d'avoir deux joueurs et avoir, on va dire, deux joueurs en pleine santé, parce qu'il ne faut pas se leurrer, si Travis Hunter joue les doubles postes, il risque de se blesser pas régulièrement, mais ça risque d'arriver, parce qu'il va enchaîner les snaps. Ça fait sens. Et donc du coup, c'est pour ça que je trouve que cette draft des Browns, elle n'est pas si mauvaise que ça, malgré que c'était un peu brouillon. Mais je trouve qu'ils ont quand même fait des choix intéressants, et notamment du coup, d'aller chercher deux quarterbacks, je sais pas, mais d'aller chercher en tout cas Sanders au 4e tour, c'est un peu les soldes pour eux finalement. Ils vont chercher un quarterback qui ont été quand même peut-être 3e ou 4e force de cette draft, et ils ont été le chercher tard. Val, j'ai pas envie de te lancer sur les Browns, mais j'ai directement envie que tu tapes du poing sur la table, parce que là, je pense que tu en as gros sur la patate, surtout sur une équipe. Et j'aimerais qu'on en parle maintenant de ceux qui nous ont un petit peu agacés. Et Val, je te laisse commencer là-dessus. Ouais, moi je vais parler de Pittsburgh tout d'abord, parce que en fait, il y a eu des moves très intéressants. Il y a eu l'arrivée de DK, il y a eu le départ de Russell Wilson, il y a eu des choses, on s'est dit... Mais ça, c'est Pittsburgh, hors draft. Oui, non, mais avant la draft, on s'est dit, il y a des choses, il y a le terrain qui commence à être préparé, on a peut-être des visions sur ce qui peut se passer à la draft. Donc, à la draft, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, ils vont finir par prendre, se renforcer offensivement parce qu'ils n'ont plus rien. Plus de running back, Najee Harris est parti aux Rams. Ils n'ont plus de QB, il est parti à New York. Et maintenant, ils n'ont plus de wide receiver. Ils avaient une très bonne chambre de wide receiver. Donc là, c'était bon, ok. Et ils décident de prendre Derrick Amon, le defensive tackle, en 21. C'est lunaire. Et avec tout ce que tu peux avoir, t'as Hampton qui est encore disponible, t'as Shaden Chandler et t'as Jackson Dart qui sont encore disponibles. Je trouve ça lunaire. Et ensuite, leur prochain pick, il est en 23e, il est en 3e round. C'est Caleb Johnson, un running back, mais bon, un running back de 3e choix. Bon, tu te dis que c'est un peu... voilà, s'il te passe les 400 yards à la course à la fin de la saison, t'es content. Ensuite, tu viens prendre un linebacker en 4e et un DT en 5e. Et tu renforces tout sauf ton attaque. Enfin, je suis désolé, mais là, au bout d'un moment, alors que t'as Shaden Sanders qui glisse, au bout d'un moment, tu dois prendre le pari. T'as toujours pas de QB. Là, actuellement, t'as signé personne. T'as signé Mason Rudolph. Mais bon. Oui. Futur Hall of Famer. Futur Hall of Famer du tour de... Ah, mais c'est clair, c'est ouf parce que tu te dis... Et en plus, t'as un mec comme Arthur Smith, qui est donc l'offensive coordinator des Steelers, qui joue OK. Alors.
de ma faible expérience aussi, quand tu vois ce qu'il a fait au Falcons, ce qu'il a fait l'an dernier, lui, c'est un peu un coordinateur qui va jouer avec moins de receveurs, donc tu te dis, ok, il va jouer avec plus de running back et plus de tight end, donc du coup, il vire un peu les receveurs. Donc, bam, on savait que ça allait pas trop entre George Pickens et les Steelers, prolongation de contrat, ça n'allait pas non plus, il s'en va. Bon, ok, mais à la draft, donc tu pars sur ce schéma-là, et tu ne prends pas de running back avant le 3e tour. Et tu laisses passer des Frederick Hendrickson, des Quinton Jenkins, des Omarion Hampton, des Ashton Genty, même si bon, ok, on savait qu'ils n'allaient pas chercher Genty, mais comme tu dis, Hampton il était dispo. Et pareil, tight end, qui est une chambre qui est vide chez eux maintenant, ils en ont, mais c'est pas des tight ends de renom, par Fian Murald. Ouais, oui, ça va, je trouve que ça. Ouais, non, mais bien sûr. Mais ouais, comme tu dis, ok, ils en ont 2-3, mais c'est light quand même, comme tu dis, ça fait. Ils ont préparé le terrain, ils n'ont pas répondu. C'est surtout que, à la limite, ok, bon, si tu veux te débarrasser de Pickens, tu te débarrasses de Pickens pour monter à la draft, pas pour choper un 3e round de pick, un 3e pick de. Et un 7e dans 2 ans. Un 7e dans 2 ans, putain, c'est. Donc là, ils ont échangé Pickens contre donc Pickens vaut un 3e tour de draft. Une baguette c'est. Ouais. Parce qu'en plus, ils ont envoyé. Ils ont envoyé un 2e tour aussi pour DK Metcalf. Ils ont envoyé le 2e tour cette année. Non mais là les gars, franchement, ce qui est effrayant chez les Steelers, c'est à quoi va ressembler cette équipe offensive pour la saison 2025. Mais surtout, tu sors de playoff. Parce que défensif, ça va. Oui. Offensif, c'est... Tu sors d'une bonne saison, en 17, tu t'es qualifié en playoff. Mike Tomlin, depuis qu'il est à la tête des Steelers, il s'est toujours qualifié en playoff. Et là, alors qu'ils ont une défense qui est des plus solides, qui tenait la route, ils avaient un tight end, ils avaient 3 postes sur lesquels se renforcer. Enfin, je pense qu'il faut regarder le contrat de Tomlin. Moi, je pense que c'est marqué dans son contrat de Tomlin. Tu vas en playoff tous les ans et c'est tout. Genre, on t'affaiblit l'équipe de. Voilà. C'est l'équipe et tu te démerdes. Genre tu joues qu'avec une défense. T'as pas le droit de marquer des points, c'est juste tu n'en encaisses pas. Ouais. Non, franchement, c'est terrifiant. Je parlais du QB, pardon, je t'ai coupé. Non, mais je disais que même cette année, avec un QB qui sur le papier était moisi, Russell Wilson, ils ont quand même réussi à en faire quelque chose de plutôt pas mal à la fin de saison. En tout cas, à partir de la fin de saison régulière, ça commençait à être pas mal. Surtout, tu tiens même pas Fields. Enfin, Fields et c'est 2 QB qui peuvent être titulaires, tu vois. Il y a eu ce jeu de chaise. Fields, tu peux jouer un petit peu plus sur la durée que Russell Wilson, en tout cas. Comme il va être titulaire aux Jets, Justin Fields. Et lui, pour le coup, c'est le meilleur choix possible. Pari à prendre, tu vois. Mais pour Justin Fields, c'est le meilleur move. Parce que là, il se serait retrouvé avec une attaque mais calamiteuse avec les Steelers. Là, il va chez les Jets. Je pense que ça sera beaucoup mieux que chez les Steelers. Ouais, il a Garrett Wilson, il a Allen Lazare, il a des armes. Et puis, c'est une équipe, même si c'est un peu brouillon, ça peut le faire. Du coup, on passe dans les top et flops de cette draft 2025. En commençant par les tops, on va repasser un petit peu la pommade sur certains. Val, tiens, d'ailleurs, je te laisse commencer là-dessus. Quel est ton top de la draft 2025 ? On rappelle qu'on vise les choix. Alors, on vise les choix. Donc, moi, je vais parler des Colts. Donc, honnêtement, j'ai bien apprécié leur draft. Mais au premier tour, ils arrivent à shipper Taylor Warren. On ne pensait pas qu'il allait descendre aussi bas. Il y a son homologue Tyden qui est parti avant lui. Et du coup, les Colts ont pu profiter de Taylor Warren en 14e position, donc du premier tour. Qui est honnêtement une arme létale. Hein. J'ai regardé ses stats au collège, c'est juste délirant. Honnêtement, je pense qu'il est NFL ready. Enfin, pour moi, il est d'un niveau. Je pense qu'il peut sortir une saison digne de Brock Bowers. Maintenant, à voir, parce que pour le coup, qui va lui lancer les ballons si c'est toujours Anthony Richardson et si c'est toujours aussi faible chez les Colts avec tout le respect, bien sûr. C'est une équipe moyenne. C'est une équipe moyenne, mais tout à l'heure, je parlais du fait qu'il y avait des équipes qui étaient un peu mid, qui pouvaient se renforcer avec une bonne draft. Les Colts, c'est chose faite. Ouais. C'est chose faite avec cette bonne draft. On a déjà parlé des Cowboys, mais tu vois, dans mes tops, j'aurais aussi mentionné les Cowboys. Dans leur draft, si je devais donner un top de toute leur draft, j'aurais donné les Cowboys. Mais pour du coup ce 14e choix, et si on parle là que de choix, je mets Taylor Warren, donc le tight end, qui atterrit donc à Indianapolis.
Très très bon Ouais, choix. puis ils ont Michael Pittman Jr. hein. Ils ont Michael Pittman Jr. aussi. Ils ont Anthony Pierce en wide receiver. Donc tu vois, je suis d'accord avec vous, grave. Enfin, en fait, tu penses une équipe mid, tu penses les Colts. Et Tu puis, sais, ils ont là ils sont des toujours stats, en 9-8, 8-9, tu vois. C'est ça. Ouais, ils sont à 50-50, tu vois. Et je pense qu'ils se sont bien renforcés. Et Taylor Warren, ouais. En plus, si vous avez suivi un peu, c'est un Titan qui était aussi capable de retourner les punts. Et donc, du coup, ça montre que c'est un Titan qui est très explosif. Et ça, en vrai, quand t'as un Titan qui est plutôt grand, des fois un peu lent, tu vois, c'est pas mal. Ça y va, Donc, une je suis équipe d'accord. offensive en vrai. Ils Ouais, vont- non, bah, franchement, en plus, c'est- ils ont la chance d'avoir un running ils ont back qui est une dans ligne les. offensive très bonne. Ouais, Mais, non, en mais, vrai, mais je honnêtement. pense pas de là à viser les playoffs non plus, tu vois. Enfin, ça m'étonnerait qu'ils puissent s'en sortir à ce point-là, tu vois. Ils ont, avec cette draft, bien renforcé et des grandes chances de pourquoi pas être en playoff l'an prochain, puisque dans une division où il y a les Texans qui sont un peu. Bon, ils seront sûrement encore là la saison prochaine, mais on a quelques points d'interrogation. On a les Titans, bon, eux ils sont en pleine reconstruction, ça va être un petit peu court. Et on a du coup les Jaguars qui, pareil, sont en pleine reconstruction. Donc ces Colts là, ils sont bien partis pour moi. Et Flo, du coup, Puis surtout, ils sortent d'une saison, tu vois, un peu mid. Ils étaient en 8-9, je crois. Ouais. Et ils se battaient pour les playoffs jusqu'à la fin avec quand même un faible pourcentage de pouvoir y aller. Mais honnêtement, là, avec les ajouts de cette dernière draft. faut juste qu'Anthony Richardson se blesse pas. Et ça, c'est une autre histoire. Et que Flo, Et du que coup, Jonathan ton Taylor, top enchaîne pour aussi. cette draft 2025? Et moi, mon top, c'est une équipe aussi que j'aime bien en NFC, à l'ouest, c'est chez les Seahawks. C'est d'avoir été chercher Nick Ewanwori au début du second tour. Alors moi, c'est un joueur qui m'a impressionné, notamment au combine. Là, on a vu son gabarit pour un safety qui est hyper gaulé. Il a un peu la carrure d'un tight end. Et pourtant, il est ultra rapide. Il a fait un des meilleurs temps au niveau des safety. Et du coup, je trouve que ça colle vachement avec la philosophie de jeu des Seahawks depuis un an, avec l'arrivée de McDonald, le coach défensif qui était auparavant chez les Ravens. Et donc, il a un petit peu trouvé son Hamilton, si on parle de cornerback safety, qui sont un peu injouables. Hamilton, c'est un peu la référence du côté de Baltimore. Et du coup, je pense que Evan Murray, il a un petit peu ce potentiel-là, et je pense que sous les ordres de McDonald, dans une défense des Seahawks qui est en train vraiment de prendre forme avec White Spoon, il y a de quoi faire de gros dégâts, et c'est ce qui a peut-être aussi pêché un peu la défense sur certains matchs l'an dernier chez Seahawks. Donc ouais, je trouve que c'est un très très bon choix, très intelligent, et surtout, encore une fois, c'est un peu les soldes, parce que pour moi, c'était un joueur qui devait partir en top 20. C'est vrai que les Seahawks, on n'en a pas parlé du tout depuis le début, mais ils sont là toujours, ils font leur petite draft tranquillement. Équipe mid, un peu à l'image des Colts, qui sont un peu toujours plus un quand peu même. à la balance, et une étoile en plus, une demi-étoile en C'est plus. ça. Bah, elle a quand même beaucoup bougé ces derniers temps Ouais. avec le départ de Geno Smith et de Tyler Lockett et de DK Metcalf. Donc, À voir aussi ce que ça va donner les prochaines pour cette équipe des Seahawks, parce que là, avec ces 6 Avec gros l'arrivée de Sam départs, Darnold. ouais, c'est... bah, après, on va voir ce que ça va donner aussi pour JXN qui là pour le coup va prendre cette place de wide receiver 1 avec l'expérience de Cooper Cup. Honnêtement, je trouve que c'est à voir. Honnêtement, franchement, ça peut être Ouais, il y a belle toujours ce surprise. bon équilibre, ouais. Il y a toujours ce bon équilibre du côté des Seahawks. Du coup, moi, mon top, alors j'ai envie de vous dire, j'attendais avec beaucoup d'attention l'équipe qui allait prendre Jackson Dart à la draft. Et en vrai, je n'ai pas été trop déçu, parce que ce sont donc les Giants de New York qui l'ont choisi. C'était le 25e choix de la draft au premier tour. Donc ça m'a quand même un petit peu surpris, parce que Jackson Dart, quand on regarde même son combine, quand on regarde la saison dernière, finalement, je pense qu'il méritait peut-être d'être un peu plus haut, mais ça reste quand même un très très bon choix. Et du côté des Giants, après, ce qui m'a un petit peu surpris, c'est le fait qu'ils aient déjà 2 QB plutôt bons, avec Russell Wilson et Winston. Mais je trouve que c'est quand même un choix assez intelligent, parce que Jackson Dart, tu le prends, il va avoir son contrat rookie, donc un petit salaire par rapport à un Russell Wilson, par exemple. Tu vas pouvoir miser sur lui dans la durée, et peut-être même dès cette saison, avec du coup en remplaçant Russell Wilson. Je trouve que c'est pas déconnant, et Jackson Dart, ça peut que être un plus pour une équipe comme les New York Giants, qui ont clairement besoin de sortir la tête de l'eau après une saison aussi ratée que la saison dernière. Enfin voilà, ça fait plusieurs saisons que c'est très compliqué pour les Giants. Là, je trouve qu'avoir été chercher Jackson Dart, c'était la meilleure chose possible aussi pour eux, et ça les renforce à ce poste de QB, et je trouve qu'ils vont surtout miser sur l'avenir avec lui.
Et pourquoi pas retrouver les beaux jours de New York grâce à Jackson Dart dans les futures années. En tout cas, je mise énormément sur ce joueur, et donc bravo aux Giants d'avoir été pioché Jackson Dart. À voir si c'est un... Aussi. Ouais. Donc ça, aussi. Honnêtement, leur draft est énorme. Ouais. Parce qu'Abdul Carter, déjà, en fait, c'est des joueurs qu'on a éclipsés, tu vois, Cam Ward et Abdul Carter. Parce que finalement, on savait on savait déjà où ils allaient finir. Ouais. Et par contre, pour venir sur l'ancien QB d'Ole Miss, c'est que déjà, il sort d'une excellente saison. À voir si c'est pas juste et s'il peut s'adapter. Après, ça va, autour de lui, tu l'as dit, il va y avoir Jameis Winston, qui lui, pour le coup, ne va pas jouer du tout. Mais aussi, surtout, Russell Wilson pour essayer d'un peu le faire grandir. Il a un vétéran à côté de lui, quoi. On a double vétéran. Double vétéran. On a il a les deux côtés. Ouais, là, pour le coup. Et on a pas bien. On a pour le coup, on a Neighbors qui, pour le coup, est une arme vraiment létale et l'une des futures têtes affiches de la ligue à ce niveau-là. Moi, j'ai honnêtement très confiance en lui. Il est dans un bon... Je trouve que ça se développe beaucoup plus que chez ses voisins des Jets. Les Giants, ils font du meilleur boulot. Après, comme tu l'as dit, ça galère pas mal. Et honnêtement, il sort d'une saison ignoble. Donc, honnêtement, à voir si c'est ça. Et pour en revenir à Jackson Dart, il y avait quand même beaucoup d'équipes. C'était le top 3 QB de la draft avec Shedeur Sanders. Shedeur Sanders, tu vois, c'est les 3 qui étaient un petit peu en tête d'affiche. Et de voir qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui n'ont pas tenté le pari, voir que les Giants se sont jetés à l'eau, honnêtement, ça peut être que très intéressant. Je sais pas si Flo, toi, t'as un avis là-dessus. Ouais, je suis d'accord. Et moi, je faisais un peu le lien. Mais je me disais, bon, déjà, en plus, c'était il y a quasiment un mois, jour pour jour. On avait vu cette dinguerie de voir les Giants qui prennent dans la même semaine Russell Wilson et Jameis Winston. Un peu plus d'un mois. Et on s'était demandé déjà, on s'était dit, mais c'est quoi la stratégie derrière, sachant que c'est 2 quarterbacks vétérans. Bon, Jameis Winston, on a bien compris que les équipes, elles le prenaient pour l'ambiance dans le vestiaire plutôt que de lancer des ballons, parce qu'on sait que lui, ça finit en un touchdown, 12 interceptions. Ouais. Et Russell Wilson, en fait, après la saison qu'il vient de faire avec les Steelers, tu te dis, il a peut-être encore un peu de jus. Et du coup, tu te dis à la draft, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et là, bam, ils vont chercher Dart. Et du coup, donc là, la question, c'est qu'est-ce que ça va être un petit peu ? Est-ce que ça va être Russell Wilson en 2, peut-être Jameis Winston ? C'est pour ça que Val, tu dis joue pas. Moi, je le vois bien faire un match, foirer comme d'hab et après dégager. Ou alors pas jouer du tout. C'est pour ça que je te rejoins. Et du coup, ça va être quoi ? Ça va être ça ? Est-ce qu'ils vont peut-être mettre Jackson Dart dès le début et repasser sur un Wilson ? On sait pas. Donc c'est vrai qu'ils ont fait une très bonne draft. Par contre... à savoir un petit peu comment ils vont moduler un peu leur chambre des quarterbacks. Je conclurai par le fait aussi, je pense que il arrive dans une division qui va être, je pense, très relevée l'année prochaine. T'as les Eagles, champions en titre, les Redskins, enfin les Commanders, qui sont peut-être pour moi l'équipe, comme on avait dit en plus quand on avait fait notre bilan de la saison dernière, l'équipe qui va être peut-être la plus scrutée de la saison prochaine. Et du coup, t'as aussi les Cowboys qui, si on suit ce qu'on dit depuis tout à l'heure, se sont quand même pas mal renforcés et peuvent prétendre au playoff. Donc ça veut dire que t'as déjà 3 équipes qui sont chargés. Donc je suis d'accord, je pense qu'il est un peu comme Val, il va peut-être plutôt tester au début, voir si un Russell Wilson il arrive un peu à suivre le wagon de tête. Et je pense pas, et je vois bien justement après dire perdu pour perdu, allez, on fait démarrer le jeu et on voit ce que Jackson il a sous le capot et sur des matchs où on n'a rien à perdre en fait. De toute façon, je pense qu'ils viseront pas la draft dès l'année prochaine. Ouais, voilà, c'est ça. Ils viseront pas les playoffs, ils viseront le midfield et ce sera déjà bien. Ce sera déjà bien pour une équipe qui était aussi... Où il tank et c'est en mode tu fais ce que tu veux et on s'en fout un peu. Ouais, je pense que c'est une saison de transition encore. Ouais. Donc on verra bien. Ça se passe comme les Commanders et qu'ils passent de 4-16 à 12-5 et que Dart devienne le futur d'Aizen Daniels. En fait, t'as un peu la même délire. T'as pas de défense chez les Giants, mais c'est un peu pareil. T'as une belle attaque en tout cas. On va passer au flop, du coup, les gars. Peut-être un petit peu plus vite, mais Flo, du coup, je te laisse enchaîner là-dessus sur ton flop de la draft. Du coup, c'est mon flop, genre vraiment le move. Il y a un move que j'ai absolument pas compris, c'est les Falcons qui vont trader pour un offensive tackle en 26e position. J'ai pas... Ouais. Alors, très très bon choix d'aller chercher Jalen Walker avant. Moi, c'était un top 10 et il est parti 15e. Jalen Walker qui peut jouer à la fois edge ou linebacker, qui a un peu une allure de Micah Parsons, tu sais, genre sur les courses, très agressif. Ouais. Et après, ils vont chercher
25e tour de draft et tu te dis, ouais, ils vont aller chercher un quarterback parce que peut-être que Kirk Cousins, c'est pas clair, ils sont pas encore sûrs avec Michael Penix Jr. Non, chercher un defensive tackle. Moi, j'ai trouvé que ce move, il était un move à la Atlanta, un move à la tu sais pas trop. Tu veux jouer les premières places, tu veux jouer midfield. Ouais, bon, j'aurais absolument pas fait ça en tant que general manager et j'ai trouvé ce move complètement, genre lunaire. J'ai pas compris. Je pense que beaucoup de gens sont restés sur les fesses. Est-ce que Atlanta va pas du tout, ne croit pas finalement en Michael Penix? Ah si, je pense. Du coup, je pense que là, c'est clair et net. Mais est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est la bonne solution, c'est ça? Il me séduit. Après, ce que j'ai vu en fin de saison, il me séduit. Après, à voir dans... Je pense qu'il faut rien espérer d'Atlanta la saison prochaine. Mais alors là, je vous le dis, je sais même pas s'ils vont aller titiller les playoffs. Je pense que là, ça va être très très loin. Ils vont être très loin. Ils ont des talents à chaque poste. Bijan Robinson, qui est censé être peut-être il y a 2 ans, c'était le meilleur running back de la draft. Kyle Pitts, 3 ans, c'était le meilleur Titan de la draft. Michael Penix Jr. qui a fait une saison de malade mental avec Washington en college football et qui est arrivé un petit peu comme un Dylan Gabriel, tu vois. Un Dylan Gabriel qui était un quarterback qui a très très bien marché en college football, mais on savait que c'était pas non plus un premier tour de draft, tu vois. Et je suis d'accord avec Val, moi j'ai kiffé les derniers matchs de Michael Penix. Maintenant j'ai un peu plus de doutes sur le coaching à Atlanta en fait que sur l'équipe, parce que les pièces ils les ont. Ouais, mais bon, mais pour moi ils sont pas assez renforcés. T'as raison de les mettre en flop, mais pour moi c'est dommage. Et toi justement Val, c'est quoi ton flop? Moi j'ai l'impression que j'en ai déjà parlé, mais je vais retaper sur les Steelers. D'échoper Derek Hammond en 21. J'en ai déjà parlé, donc je vais pas m'étaler. Faut pas trop le faire. Mais Derek Hammond en D-tackle en 21e. Bien joué Pittsburgh. Bien joué. Ouais, imagine il fait la meilleure série. Imagine il est rookie of the year. Ah mais je le souhaite, honnêtement je le souhaite. Mais même si les rookies of the year, c'était pas le choix en priorité. C'était pas le choix à faire. C'était pas le choix à faire du tout. Mais je ne regarderai pas les matchs de Pittsburgh avec grand intérêt. Plus avec souffrance. Bon, déjà la saison dernière on les regardait pas avec grand intérêt non plus. Donc, ils seront pas diffusés comme d'hab. Ils auront peut-être le match du 24 parce qu'il y a les Chiefs ou les Eagles en face. Si, Baltimore, ils aiment bien Pittsburgh. Oui, Baltimore. Faire des faux matchs contre Baltimore. Bon. Du coup... Je parlais d'une équipe. Offrir un 18-15. Et toi, Coco, ton flop là? Bah, mon flop, ça va être double flop parce que je vais parler d'une équipe. Enfin, du coup, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je vais taper du poing sur la table sur une équipe que j'adore. Enfin, j'aime bien. C'est les Packers qui ont fait n'importe quoi dans cette draft. Mais alors là, j'enlève les lunettes carrément. Ils ont fait n'importe quoi dans cette draft, je ne comprends pas. Alors, ils ont été chercher Matthew Golden en 23e choix du premier tour. Matthew Golden, j'ai rien contre lui, très très bon wide receiver. On l'a vu au Combine, ça a été excellent. D'ailleurs, je crois qu'il a le meilleur temps du Combine sur le 40 yards. Il me semble que c'est lui qui a le meilleur temps. Il a en tant que en wide receiver. C'est Max Williamson, c'est le cornerback de Kentucky qui a le. Ouais, c'est ça. Et ils sont dans c'est 4,29 je crois Golden, et 4,28 pour Airstone. Comme ça, mais ils sont. Exactement, ouais. C'est deuxième meilleur temps. Rien du tout, mais voilà, en tout cas, il a vraiment marqué le Combine et donc je vais pas taper sur lui parce que ça reste quand même un très bon wide receiver. On peut le comparer notamment à Xavier Worthy, quelqu'un de très rapide, d'un petit peu plus de petit aussi. Enfin, il est pas très grand et très vif, très rapide. Mais en fait, c'est surtout par rapport à Green Bay. Pourquoi aller chercher un wide receiver quand tu dois te renforcer sur 2 postes importants, les cornerbacks? Là, ça commence à être très très compliqué du côté de Green Bay, sachant qu'en plus, si je ne dis pas de bêtises, Jair Alexander serait sur le départ. Donc là, tu vas perdre ton meilleur élément et tu vas vraiment ne plus rien avoir à ce poste-là. Et en plus de ça, tu n'as toujours pas de edge de renom. En tout cas, tu n'as toujours pas d'edge capable de vraiment marquer les esprits. Donc en fait, tu as 2 postes qui sont complètement à la traîne aujourd'hui et tu vas nous chercher en premier choix de la draft un wide receiver, l'un des postes peut-être où tu n'as absolument pas besoin. Tu n'as pas besoin de wide receiver.
t'as Je suis Christian pas d'accord Watson là-dessus. qui va revenir de blessure, je vais te laisser parler après Val, mais t'as Jaden Reed aussi, t'as Dobbs qui est encore là. Enfin, t'as vraiment déjà des receveurs plutôt potables. Alors peut-être que Matthew Golden va apporter un truc en plus, mais c'est pas la priorité. C'est le mot que t'as dit, c'est potable. C'est pas du top wide receiver. Et on l'a vu parce que pour un Jordan Love qui est honnêtement très très bon et sur lequel par contre Green Bay a décidé de parier et donc de faire all-in en offrant ce bon contrat, pour moi ils se doivent d'avoir un wide receiver, tu vois, genre allez, comme Chase, comme Justin Jefferson, comme Oui. Lamb. Tu vois, un mec qui un talent générationnel, quoi. Bah, je dis pas que Matthew Golden va être un talent générationnel, parce que Peut-être. sinon on aurait entendu parler avant. Mais honnêtement, il peut s'inscrire dans la lignée, ouais, tu vois, à la limite, je saurais même pas pour le comparer avec qui, tu vois, peut-être un... Bah, je l'ai comparé à Worthy. Nico Collins, tu vois, un petit Nico Collins, tu vois. Ouais. Ah, mais en termes de niveau de jeu, tu vois, qui pourrait atteindre. Allez. Donc, pour moi, je trouve que c'est un bon choix parce qu'ils avaient besoin d'un wide receiver. Après, est-ce qu'ils en avaient besoin ils avaient besoin de choper ça dès le premier tour et pas prioriser d'autres postes comme cornerback, comme tu as dit. Fallait un cornerback, c'était quasi obligatoire. Pourquoi avoir fait ça en fait? C'est ça que je comprends pas. Et surtout que ce qui est bizarre, c'est qu'au moment où ils prennent Golden, il y a encore Will Johnson qui est dispo, cornerback qui s'est longtemps blessé de Michigan, Ouais. et ils vont pas le chercher. Donc en effet, moi quand j'ai vu Matthew Golden, je me dis bon, ils vont chercher un wide receiver parce que ça fait depuis 2005 que Depuis Green Bay 2002. n'avait pas 2002 pardon, C'est ça. qu'ils n'avaient pas drafté un wide receiver en premier choix. Tu te dis ça à Green Bay, en plus c'est le GM de Green Bay qui arrive et qui le dit on a drafté Matthew Golden. Moi j'avais plus, en vrai je serais pas à dire si c'est bien ou pas bien, je suis un peu d'accord avec vous deux parce que je pense que d'un côté ils empilent mais c'est pas les top receveurs, donc à voir comment ils l'utiliseront. Mais je pense que c'est plus un choix. En vrai, je pense que c'est clairement un choix de show. Ouvrons le sujet Isaiah Bond une bonne fois pour toutes, parce que je l'avais noté dans mes flops, et je voulais pas en parler, parce que je me suis dit c'est anecdotique. Mais la soi-disant personne qui trash talk Xavier Worthy sur tout X et sur tout le continent américain en disant je vais battre ton record, et au final t'es même pas drafté. Et ça fait On avait déjà parlé pendant le combine, on se rappelle. L'ego fait mal. Ouais, et Ouais. puis, on l'avait mis en top, tu sais, en mention honorable ou je ne sais plus quoi. Mais finalement, tu te retrouves au bout de 7 tours, t'es même pas pris. Même pas par les Packers. Dans le c'est mock draft, les mock drafts, il était estimé autour de la 50e position, mid-second tour. Ouais, Tu vois. et surtout, Genre quand même, tu te dis, il sort d'une bonne saison receveur à Texas, Matthew Golden, s'y part. Ah oui, C'est vrai que Même c'était. pas ciao. pris par les Saints. C'est non, ouais, tu sais, genre même pas pris par les Tennessee, Packers pour Tennessee, un receveur de voilà, c'est ça. Non, franchement, très inquiétant. Non, parce que, Isaiah mais c'est Bond, dommage mais- parce que s'il était quarterback, peut-être les Browns l'auraient pris quand même finalement pour avoir un 6ème quarterback. Ouais, il l'aurait pris, ouais. Voilà. Bah justement, belle transition, Val. Parce qu'il y en a un qui a failli avoir la même destinée qu'Isaiah Bond, c'est Shedeur Sanders, qui a été choisi par les Browns au 5e tour de la draft. Ça a été interminable, 144e choix, alors qu'on parlait de lui comme un potentiel top 10, si je dis pas de bêtises, top 10, top 15, voire même top 5 de la draft, si je me souviens bien, les bookmakers le mettaient là-dedans. Et il l'a envoyé aux Browns. Il l'a envoyé aux Browns, top 2. Il l'a envoyé à Browns, mais dès le premier tour. On rappelle qu'il n'avait pas participé au combine, parce qu'il avait préféré parler avec les franchises, les directeurs des franchises, pour justement préparer l'après-draft. Et finalement, on apprend quelques jours plus tard que pendant ces réunions-là, eh bien, tout le monde a été effrayé par l'ego surdimensionné de Shedeur Sanders. Personne ne voulait le prendre. Ça s'est concrétisé avec la draft. À la draft, aucune équipe ne voulait s'aligner, sauf les Browns qui ont vraiment fait par dépit ce choix, j'ai envie de dire, et qui vont donc ajouter un nouveau quarterback après Joe Flacco, après surtout Kenny Pickett et Dylan Gabriel qui a été drafté juste avant lui dans la même draft. Watson. Et Deshaun Watson aussi. Donc vraiment là, ça commence à être assez incompréhensible. Et surtout, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que c'est un revers logique pour Shedeur Sanders, malgré ses qualités qui sont quand même remarquables, Flo?
Bah, moi, je suis un peu fan de Colorado, tu vois, en football universitaire. Donc, Sheldon Sanders, c'était le quarterback de Colorado depuis 2 ans. Ouais. Et footballistiquement parlant, c'est un très très bon quarterback, il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, là, je pense qu'il a eu le retour de bâton, en fait. Ouais. C'est à un moment donné, que ce soit lui ou son père, parce qu'il va falloir aussi un moment qu'on ouvre le procès de son père, mais il n'a pas été clean. Deion Sanders, déjà il y a 2-3 ans, même peut-être 3 ans, il disait qui c'est qui a envie d'aller jouer chez les Cleveland Browns. Et là, ton fils, il y termine quand même, donc tu vas changer ton fusil d'épaule. Et voilà, je pense que Deion Sanders, déjà quand il était joueur, c'était un trash talker. Ouais. Son fils, il a eu, on va dire, peut-être pas le même talent que lui, donc le trash. Alors, Sheldon Sanders, c'est un très bon quarterback, mais après, de là à dire que c'est un talent générationnel, je suis pas sûr. Je pense que c'est surtout une. Voilà, il a évolué dans un environnement avec un père qui a été un ancien très bon joueur, qui a coaché son équipe, donc ça aide depuis 4 ans. Il était à Jackson State avant d'arriver à Colorado, sous les ordres de son père aussi. Donc ça a été un quarterback qui a évolué sous la houlette de son père, donc je pense que pour favoriser ta progression, c'est mieux, mais c'est pas genre le quarterback qui va être. C'est pas le nouveau Tom Brady, tu vois. Et du coup. Et pourtant, il aura le même numéro. Et il aura le même numéro, parce qu'il va porter le numéro 12. Mais alors, quand t'as pas le talent d'un Tom Brady, tu peux pas non plus la ramener tous les 5 matins comme un Travis Hunter pourrait le faire, ouais. Mais il ne le fait pas. Et à un moment donné, ça te paye cash en NFL, parce qu'en NFL, t'es aussi là pour avoir. Voilà, ça va être ton job, et les general managers, ils vont investir de l'argent sur toi, et ils ont besoin d'un quarterback de confiance, et pas juste un mec qui fait des podcasts et qui va un petit peu genre trash talker à tout va et dire que non, mais lui il fait pas les pro days, ou il fait pas le combine parce que il juge que c'est pas assez important ou qu'il va se blesser, tu vois. Donc voilà, moi je pense que Sheldon Sanders, il m'a beaucoup déçu sur ces 3-4 derniers mois, parce que c'est pas l'image qu'il renvoyait quand il était à Colorado. Et en plus, je sais pas si vous avez vu, mais le truc moi qui m'a fait encore sauter de plus, c'est que Colorado a décidé de retirer le numéro de Travis Hunter. Bon, ça, allez, on peut comprendre. Et de Sheldon Sanders. Ouais. Alors on marche là, le boulard, il a dû prendre comme as. Donc ouais, voilà, moi je pense que. En fait, il a eu le retour de Baraton qu'il méritait, et les Browns, ils lui ont dit bon, ok, mon gars, t'es toujours dispo. Bonne opportunité, t'étais soi-disant bon quarterback, mais t'inquiète, on te prend qu'au 5e tour, parce qu'on veut pas non plus trop se mouiller sur toi. Ouais, c'est ça. Val, tu rejoins l'avis de Flo, c'est un revers logique pour toi, le fait que Sheldon Sanders ne soit choisi qu'au 5e tour de la draft. Il avait précisé en interview que si une franchise voulait changer le paysage et la culture de sa franchise, elle avait qu'à le sélectionner. Le seul truc qu'il a changé, c'est lors de la draft, finalement, parce qu'il y a des sièges qui ont sauté et bougé. Donc au final, il se retrouve en 144e position après un QB, finalement, Dylan Gabriel, qui a été pris avant lui chez les Browns. Et honnêtement, en 144e position, voilà, tu l'as dit très bien, il vient de se faire retirer son maillot, il sort d'une excellente saison à Colorado. Je veux dire, il a visité les installations de Pittsburgh, on en revient à Pittsburgh. Tous les chemins mènent à Pittsburgh. Donc non, honnêtement, c'est le revers. Pittsburgh aurait dû s'aligner selon toi ? Ils auraient dû s'aligner, et tout ça pour que quoi ? Pour qu'au final, les Browns déclarent Sheldon Sanders comme starter. Parce que comme quoi, il aurait impressionné son coach. Non mais c'est... Tu as besoin de quoi d'autre ? On le savait qu'il était bon, on savait qu'il allait être starter, il était prévu pour être top 5, la draft. Je fais tourner en 140. C'est juste son mental qui n'allait pas. Écoute, le mental ne fait pas tout non plus. Et au final, il a été désigné starter, donc ce que j'ai vu sur Instagram. Après, j'espère que c'est vrai. Donc voilà, au final, tu tends tout ça pour ça. Allez, on va passer ce qui me fait rire quand même, c'est que, pour terminer, Dylan Gabriel, qui a été quand même très très bon cette saison, mais qui était annoncé loin dans la draft, parce que c'est un quarterback qui manque peut-être un peu de physique, qui est un peu petit d'ailleurs, un petit gabarit, donc qui pourrait prendre là les charges. C'est un peu genre les Browns, en fait, ils ont pris Sanders en mode vas-y, on te fait confiance, mais on te troll un peu, tu vois. Genre, vas-y, on prend un quarterback avant toi, on attend. Ouais, tiens, on te prend quand même, t'as vu, genre, viens chez nous quand même, au cas où. C'était une garde d'ego. Ouais, comme dit Val. Genre. Et même le troll des Saints, de l'appel des Saints. Le troll des Falcons. Des Falcons, le canular téléphonique. Falcons. Non, en fait, c'est le mec qui se fait passer pour les Saints. Alors, en gros, c'est le fils du GM des Falcons. Du coordinateur défensif des Falcons, pour être plus précis, Jeff Ulbrich.
Donc on en revient toujours aux deux équipes, les deux mauvais canards, Saints, Steelers. Voilà. Ça commence par un S, c'est dangereux. Voilà. Non, bah allez, sinon les gars, on passe au rookie de la saison prochaine. On va se projeter maintenant sur la prochaine saison parce qu'on connaît déjà tous les rookies de cette saison 2025 de NFL. Qui, selon vous, sera élu, là ça va être un gros prono, qui sera élu Rookie of the Year 2025? Là, clairement, on va jeter des dés et Val, je te laisse commencer. Ok. Derek Hampton. Oh là 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 là. Peut-être. Hein. Peut-être Caleb Johnson, le running back pris au 3e tour des Steelers. Non, ce sera ni le Heisman Trophy de cette année, ce sera ni un wide receiver, ni un quarterback, mais ce sera bien le joueur pris à la 6e position, Ashton Jeanty, par les Raiders, qui sort d'une saison mais monumentale, plus de 2 milliards à la course. Chez Boise State, je sais pas si je dis bien ou quoi. Boise State, ouais. Ça fait 2 ans qu'il est monstrueux, qu'il est à plus de 1500 yards, 2 ans qu'il est aussi bon à la réception qu'à la course. Enfin, c'est un talent générationnel. J'ai des potes à moi qui sont à l'université et qui suivent le college football de près et qui connaissent des gens là-bas. Tout le monde me dit c'est un talent générationnel pour le coup, c'est un monstre. Il va arriver, il est NFL ready et tout. J'ai confiance en lui parce que honnêtement, je pense que Cam Ward et Travis Hunter, qui sont ses principaux concurrents à l'heure actuelle, la saison n'a pas encore commencé, oui, sont dans des équipes où manifestement ça dépend pas forcément que d'eux. Et là pour le coup, lui aux Raiders, il peut faire son trou parce qu'on a vu qu'il y avait des running backs qui pouvaient performer dans une équipe faible offensivement. Salut Barkley aux Giants et salut Derrick Henry aux Titans. Donc voilà pourquoi je crois en Ashton Jeanty qui est pris en 6e position. Et honnêtement, je pense que c'est pas une surprise. Peut-être que même vous deux, vous y avez pensé. J'y ai pensé aussi, je t'avoue, et je voulais rebondir justement sur ce que tu as dit, sur un argument que tu as donné, parce que moi justement c'est un argument pour donner le titre de Rookie of the Year à Travis Hunter. Je me mouille pas trop parce que, encore une fois, voilà, il est monstrueux, 2e choix de la draft, extraordinaire Travis Hunter. Tu parlais du fait que la différence avec Ashton Jeanty va avoir l'équipe avec lui. Travis Hunter, beaucoup moins. On va pas se mentir que les Jaguars, c'est pas ce qui fait rêver sur le papier. Mais justement, pour moi, c'est là où il va vraiment se révéler. C'est un peu comme Brock Bowers cette saison, la saison dernière avec les Raiders, où justement, lui, il a survolé cette équipe des Raiders et on en parlait pendant longtemps comme potentiellement un Rookie of the Year. C'est parce que Jayden Daniels était trop fort à côté qu'il ne l'a pas été. J'ai totalement pensé à cette théorie-là, de me dire que, tu vois, Brock Bowers était dans les tops. Mais à tout moment, Jayden Daniels était toujours dans les favoris. Il a toujours su monter son équipe-là parce que c'est juste un monstre. Il a sorti une saison monstrueuse. Et honnêtement, je pense que Jeanty est celui qui peut sortir la meilleure saison statistiquement après avoir au niveau du bilan. Parce qu'on est quand même à Las Vegas. Là, du coup, on est en limitant 1v1 avec Travis Hunter parce que moi, je peux te dire que Travis Hunter, niveau stats, il peut te sortir encore une meilleure saison qu'Ashton Jeanty parce que, comme l'a dit Flo tout à l'heure, si Travis Hunter est utilisé en tant que cornerback plus wide receiver, ça peut faire très mal au niveau des stats et il peut vraiment porter à lui tout seul cette équipe de Jacksonville. Donc c'est pour ça que vraiment je le vois survoler cette saison parce qu'il va vraiment être au-dessus du lot dans cette équipe et il va être sur tous les compartiments de jeu, il va être quasiment sur toutes les phases d'action en étant cornerback puis wide receiver. En tout cas j'espère qu'il l'utilise comme ça. Mais il ne va pas être utilisé wide receiver. Pour le moment c'est que cornerback apparemment. Pour le moment, mais bon. Franchement, tu vois, genre moi je pensais comme toi Val et je sais pas si vous avez vu aujourd'hui. Les Jacks, ils ont quand même relâché Gabe Davis, qui était leur receveur numéro 1, 2. Mais ils ont rien. Je suis d'accord avec toi, pour moi, ils allaient... Et ils ont plus rien, donc je me dis, est-ce que c'est pas... Parce que, par contre, ça, c'était un choix aussi, je sais pas comment ça se passe. Ouais, il y a dû y avoir des discussions quand même. Les Jaguars, ils ont pris un peu le diapason, ils ont pas été chercher Travis Hunter comme ça, on sait, ils ont discuté avec lui. Et apparemment, les Jags étaient peut-être l'équipe, selon certaines sources, qui était la plus à même à laisser le joueur potentiellement jouer des deux côtés du ballon. Alors que, par exemple, les Browns le voulaient en attaque ou les Giants le voulaient en défense. Et du coup, est-ce que, comme dit Coco, si Travis Hunter a été aux Jags, c'est pas parce que aussi les Jags, ils ont besoin de lui des deux côtés. Et là,
c'est sûr que s'il commence à nous faire des stats, même s'il fait que, je sais pas, je te dis une connerie, 1 milliard à la passe en attaque et qu'il fait 2-3 interceptions en défense, ça va être compliqué de mettre une autre personne que lui, tu vois. Donc là, franchement, je sais pas si, avec le changement là, de Gabe Davis, on n'est pas sur un peu une double position pour lui. Je sais pas, j'ai pas d'infos. Lui, en tout cas, il a la volonté. Je demanderai à Adam Schefter demain. Ouais, c'est ça. Ouais, lui, il a dit, il arrêterait le foot s'il avait pas les doubles positions. Un petit peu Donc ça peut être vraiment le facteur clé, en tout cas, ça va être le facteur clé de Jacksonville, parce que je le sens bien qu'il va jouer des deux côtés, qu'ils vont le faire jouer quasi dans toutes les phases d'action, tellement il va survoler cette équipe de Jacksonville. Donc c'est là où je me dis que si jamais, en tout cas, les Jaguars le font jouer dans les deux postes, pour moi, je pense ça sera vite plié, ce trophée, ce Heisman Trophy. Surtout qu'il n'a pas un peintre pour lui lancer le ballon. Hein. Trevor Lawrence, je peux te dire, depuis combien de temps il attend un bon wide receiver. Donc tout est réuni. Et Flo, du coup, toi, qui sera élu Rookie of the Year? Moi, vous avez pris les deux, que j'admire depuis un an. Après, j'étais parti sur un autre joueur, mais on va dire c'est un peu le pari risqué. C'est un pari. C'est un peu un pari. Mais moi, j'irais bien sur Jalen Walker, le edge linebacker qui a été pris par les Falcons, parce que pour avoir vu avec Georgia une équipe très défensive. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'il va évoluer avec l'appui d'un public qui est acquis à sa cause, puisque en effet, il vient de Georgia, donc l'État d'Atlanta, donc c'est un local. Et je me dis, pour un linebacker qui est très hypé à la Micah Parsons, qui a besoin un petit peu de la force autour de lui, qui est un peu ce motivateur dans le vestiaire, celui qui c'est la boule d'énergie. Je me dis qu'il pourrait très vite finir avec une saison à 7-8 sacs. Et pour une première saison NFL, 7-8 sacs quand on joue. Alors on ne sait pas encore s'il jouera edge ou linebacker, ça sera au choix d'Atlanta, mais ouais, s'il finit avec 7-8 sacs et que Atlanta, on ne sait pas par quel miracle, arrive à aller un peu loin, pourquoi pas peut-être être vu comme un potentiel Rookie of the Year. Donc pas de QB. C'est un beau choix, ouais. Pas de QB choisi par pas de QB du coup. Pas de QB, ça c'est vraiment surprenant. J'ai pas confiance en Tennessee, je sais pas, Kamwar peut-être, mais le truc c'est que s'il est tout seul. Alors franchement, moi, les gars, je Jackson pourrais peut-être prendre le pari. Mais ça dépendrait. Et ouais, moi je pourrais prendre le pari Jackson Dart quand même, parce que le seul QB pour moi qui serait potentiellement Rookie of the Year l'année prochaine, ce sera Jackson Dart. Je suis d'accord. Après, à voir s'il va jouer titulaire dès les premiers matchs. S'il est titulaire ou pas, ouais, c'est ça. Si titulaire, pour moi, il faudra qu'on refasse le pari après 2-3 matchs. C'est ça. On va conclure cette émission d'Endzone, ce nouvel épisode d'Endzone. Nous, on se retrouve le mois prochain, comme d'hab, pour faire l'avancée de cette intersaison de NFL. On approche de la pré-saison. On s'y approche très doucement, mais on s'y approche quand même. On a hâte que la saison reprenne. D'ailleurs, les calendriers vont pas tarder à être dévoilés pour la prochaine saison. 14 mai, il me semble. Ouais, donc la semaine prochaine, vous aurez les calendriers. Nous, d'ici là, on vous dit portez-vous bien. Et puis rendez-vous dans un mois pour faire le bilan de cette intersaison de NFL. Allez, salut tout le monde.